j'ai pour habitude de dire que le producteur, il ne reçoit que ce que les parasites veulent bien lui laisser. Et parmi les parasites, il y a des micro-organismes, il y a donc des maladies, des champignons, il y a des micro-organismes aussi comme des nématodes, il y a des animaux plus, je dirais, macroscopiques comme ceux qui sont à l'écran et qui sont tout aussi indésirables puisqu'ils en prennent une partie de nos productions végétales et c'est contre eux que l'humain a développé des pesticides. Parce qu'avant que l'on ait un besoin important en production végétale, on n'utilisait pas ces produits. C'est que lorsque l'on avait vraiment la nécessité de produire plus pour nourrir plus de monde, que l'on a dû tout doucement se tourner vers des moyens, des produits phytopharmaceutiques pour protéger les plantes qu'on cultive. Et malheureusement, la sélection variétale, elle n'a pas été dans la direction des plantes les plus résistantes. Elle a été plutôt dans la direction des plantes les plus productives, ce qui a tout doucement affaibli nos plantes dans leur capacité naturelle à se défendre. Et donc, nous avons dû remplacer les défenses naturelles des plantes par toute une série de produits. Je pense que c'est ce que Philippe Mazen a dû vous présenter. Et moi, je vais vous présenter les alternatives. Alors, je ne vais pas être long puisque je sais que Philippe était juste avant moi, donc je me doute qu'il vous a présenté d'une manière générale sans doute les pesticides. Du côté des insecticides, j'ai juste envie de vous parler des organochlorés parce que aujourd'hui, c'est vrai que le pesticide a une mauvaise réputation, il faut l'admettre, mais si vous vous projetez dans les années 30, 40, 1930, 1940, on était là véritablement avec des découvertes qui ont révolutionné pas juste l'agriculture, mais la santé en général, puisque voilà, vous avez à l'écran le DDT, le dichlorodiphényl trichloroéthane, une invention incroyable, un composé, comme vous le voyez, qui contient des atomes de chlore, qui fait donc partie et qui a un squelette hydrocarboné, donc on le range dans cette famille d'insecticides qu'on nomme les organochlorés. Eh bien, même si Paul Müller n'a pas vraiment été celui qui a découvert le DDT, il a reçu un prix Nobel pour la découverte de l'efficacité insecticide de ce DDT. Et cet insecticide a été abondamment utilisé, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour protéger les militaires, mais aussi les civils contre toute une série d'indésirables, comme les moustiques, par exemple. C'était le DDT, ce qu'on appelle le premier insecticide moderne. Le problème, évidemment, s'il est hyper efficace, son problème, c'est qu'il s'accumule énormément dans l'environnement et donc dans la chaîne alimentaire. Il est extrêmement toxique, il touche le système nerveux des insectes, mais malheureusement, nous, mammifères, mais aussi les poissons ou les oiseaux, nous avons des points communs dans notre système nerveux. Et ce DDT, il est un petit peu couteau suisse, c'est-à-dire qu'il touche le système nerveux de tous ces animaux. Et donc, il est très hautement toxique, en plus d'être très hautement persistant dans l'environnement. Résultat, s'il a solutionné beaucoup de problèmes de santé publique, je pense aux moustiques, ou de production agricole, le problème, c'est qu'il occasionne de quantité de dégâts. Alors, dont on va être très rapide pour leur présentation. Alors, voilà une dia qui illustre simplement l'énorme diversité. Là, je suis juste sur des familles d'insecticides et je ne suis que sur des insecticides. Hein. Je pourrais faire la même chose avec des fongicides, par exemple, ou des herbicides. Mais vous voyez toute une série de familles. Alors, en haut, vous retrouvez en haut à gauche les organochlorés dont je vous ai parlé et le DDT, qui sont aujourd'hui bannis, d'Europe en tout cas. On voit des organophosphorés qui ont pris le relais suite à l'interdiction des organochlorés. On en a toujours quelques-uns qui sont sur le marché, mais grosso modo, ils vont vers leur extinction. Je dirais la même chose pour les carbamates. Si vous regardez dans le bas de ma dia, et j'en reparlerai tout à l'heure en fin de présentation, vous avez les néonicotinoïdes. Voilà une famille d'insecticides qui ont fait pas mal la une des journaux très récemment, début de 2023. C'est une famille plutôt récente d'insecticides datant des années 80, qu'on croyait être relativement saine pour l'environnement, mais aujourd'hui, l'imidaclopride qui est dans cette case néonicotinoïde, on l'appelle le tueur d'abeilles.
Et donc, vous voyez qu'on a beau relâcher de nouvelles familles d'insecticides sur le marché, on découvre à chaque fois des effets collatéraux et indésirables de ces produits. Encore une fois, on pourrait être très long sur ce que deviennent ces produits. Peut-être que Philippe l'a fait, donc moi je vais être court. Disons simplement que ces insecticides autorisés à la vente pour l'agriculture ou parfois même pour les particuliers, ils sont problématiques. Je le disais, ils s'accumulent, ils sont très persistants, leur effet toxique est persistant, ils sont peu biodégradables. Alors certains le sont plus que d'autres évidemment, mais on pensait que les néonicotinoïdes étaient d'ailleurs très rapidement dégradés, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Ils se diffusent dans la nature, on le voit de différentes manières, hein. J'ai un collègue retraité aujourd'hui, Bruno Schiffers, qui a étudié la volatilisation, ou en tout cas l'entraînement des pesticides par le vent, et qui a obtenu des résultats absolument effroyable où on retrouve sur les bancs des écoles, dans la cour de récréation des écoles, des produits auxquels les enfants du coup sont exposés continuellement tout simplement parce que l'école est dans un milieu rural par exemple. Donc voilà, on est sur on est carrément à l'opposé de ce qu'on pourrait qualifier d'une agriculture durable. Des produits sont clairement, les produits qu'on utilise, beaucoup de ces produits sont clairement incompatibles avec la notion de durabilité. Et puis, il y a le côté durable pour la santé, mais sans vous faire un cours sur la résistance aux insecticides, j'ai quand même envie de le synthétiser avec cette illustration, c'est que les insectes qu'on cible avec ces produits sont de plus en plus résistants. Alors on verra ensemble, ou vous verrez dans le cours d'évolution de manière plus approfondie, le fait que vous êtes tout à gauche, vous appliquez un produit sur une population d'insectes, ils sont tous susceptibles, mais vous le savez, c'est le principe, c'est la base, c'est le foyer de la sélection naturelle, c'est qu'on est tous différents. Et dans une population d'insectes normalement susceptibles, il y a toujours un qui dispose de certaines mutations qui le rendent résistant. C'est le noir là qui est sur la dia. Le problème, c'est que quand vous appliquez évidemment un produit de manière répétée, et de manière répétée sur une année, même sur plusieurs années, vous enrichissez votre population d'individus résistants, puisque les susceptibles disparaissent, les résistants survivent, se reproduisent et donc lèguent à leurs descendants cette résistance. Et c'est comme ça que vous construisez des populations d'individus résistants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous appliquez la même dose d'un même produit qu'il y a quelques années et vous obtenez des résultats bien moins satisfaisants avec des mauvais réflexes qui en découlent, comme vouloir augmenter les doses ou augmenter les fréquences d'application des produits et donc forcément augmenter ce qui se retrouve encore dans l'environnement. Alors, en 62, pourquoi je vous parle de cette dame Rachel Carson? Eh bien parce qu'elle est connue comme c'est une journaliste qui a des bases scientifiques solides et qui a publié un ouvrage, le Printemps silencieux, le Silent Spring, dans lequel un ouvrage qui met véritablement le feu aux poudres puisqu'il a provoqué un regain d'intérêt pour la sauvegarde de l'environnement et plus particulièrement qui a braqué les projecteurs sur tous ces produits toxiques. Parce que ce livre, justement, traite des effets négatifs des pesticides, démontre à quel point les oiseaux, par exemple, sont impactés par la présence de ces produits dans leur environnement. Elle accuse dans son livre directement l'industrie chimique de pratiquer la désinformation. Elle démontre que les autorités publiques subissent du lobbying de ces industries chimiques. Donc ça a véritablement fait bouger beaucoup de choses, cet ouvrage, et je dirais que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un changement de mentalité. On n'est plus sur du tout pesticide à tout prix, mais sur de plus en plus la réflexion autour de produits plus raisonnés. Alors un graphe, on prend pour présenter 1000, celui-là il est peut-être un peu vieillot, mais il a toujours l'intérêt de vous montrer que dans les années 40, vous avez connu un boom dans le nombre de pesticides, donc de matières actives qui reçoivent une autorisation à être utilisées. Vous voyez qu'on était à quasi zéro et puis ça a explosé suite à la découverte du DDT et de tous les organochlorés, organophosphorés qui sont venus après. Mais vous voyez aussi que à partir des années 80, on a une réduction drastique du nombre de molécules qui reçoivent une autorisation.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui veut mettre sur le marché une molécule insecticide, il ne doit pas seulement montrer qu'elle est efficace, il doit montrer qu'elle est saine pour l'environnement dans les conditions d'utilisation qu'il prescrit. Pour l'environnement, pour la santé, et le résultat, c'est que vous voyez forcément une chute dans la diversité des armes qu'un agriculteur a sous la main. Mais s'il a moins d'armes chimiques, il faut lui donner des alternatives. Et vous allez me dire, c'est de ça qu'on est censé parler, n'est-ce pas, aujourd'hui? Et donc, comment remplacer les pesticides pour éviter les pollutions de nappe? C'était un peu votre question. Eh bien, des alternatives, il y en a plein. La lutte culturelle, la lutte microbiologique, la lutte physique, la lutte chimique, mais on va voir plus raisonnée, la lutte sémiochimique et enfin la lutte biologique. Voilà, j'ai répondu à votre question. Peut-être que j'ai fini un peu plus tôt que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je déconne évidemment. On va essayer de les approfondir un tout petit peu. Encore une fois, vous êtes conscient que moi j'aurais besoin d'une grosse douzaine d'heures pour voir tout ça. On va essayer d'être synthétique et de vous présenter quand même un petit peu ces alternatives. Petite anecdote. Je donne ce cours sur les alternatives aux insecticides depuis bientôt 15 ans et c'est hallucinant de voir à quel point le discours que je tiens et qui moi est basé sur soit des publications scientifiques, soit des bouquins assez récents, de voir à quel point le regard qu'on porte sur ce cours change. Si au début, surtout par exemple, ma spécialité, je vous en ai déjà parlé, c'est les phéromones, les odeurs qui manipulent le comportement animal, on va voir que ça se range dans la lutte sémiochimique. C'était vu il y a 15 ans comme quelque chose de parfaitement anecdotique, d'un petit peu utopique, d'un petit peu juste qui excite le chercheur dans son laboratoire et qui ne s'applique pas vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, il y a quantité de productions végétales qui sont exclusivement protégées contre les insectes par des phéromones. Ce n'est qu'un exemple, tout ça pour dire que les mentalités évoluent et c'est tant mieux. Allez, on va commencer notre petite découverte. Je vais forcément être lacunaire, ça veut dire que si vous avez déjà entendu parler de certains de ces sujets, vous allez faire, mais vous n'avez pas parlé de ça. Mais oui, j'ai assez finalement peu de temps devant moi. Je vous ai dit qu'il y avait toujours de la lutte chimique et heureusement. Alors d'abord parce que les produits phytopharmaceutiques, il y en a toujours qui sont autorisés sur le marché. Tous ne sont pas parfaitement toxiques pour notre santé ou l'environnement. Et ce que l'on cherche à faire, par contre, c'est de développer de nouveaux insecticides. Alors, ce serait compliqué pour moi de ne pas parler du spinosade parmi les nouveaux insecticides. Le spinosade, c'est un produit, alors pour faire simple, un produit fermenté qui est dérivé de mélange de deux toxines qui sont sécrétées par une bactérie qui vit dans le sol et dont je vous ai mis le nom latin en bas, Saccharopolyspora spinosa, d'où le spinosade. Donc cette bactérie synthétise des toxines naturellement et le produit qu'on propose alors cette fois à la vente, c'est un neurotoxique toujours, comme les précédents, vous allez me dire, mais qui vise, si vous voulez, une étape dans le système nerveux qui est peut-être un petit peu plus spécifique aux insectes. Ça nécessiterait là aussi un cours sans doute d'olfaction que je n'ai malheureusement pas le temps de donner. L'idée, c'est évidemment de mener à des contractions musculaires involontaires. On stimule le système nerveux de l'insecte grâce à ces toxines. L'insecte, les contractions, il ne peut pas les maîtriser. Ça finit par conduire à de la prostration accompagnée de tremblements, puis de paralysie et puis la mort. Je vous le disais, l'avantage, c'est qu'il est très peu toxique sur les mammifères, les oiseaux, les poissons, les crustacés. Il est très efficace sur les insectes et donc vous allez peut-être me dire, et les pollinisateurs, vous avez raison, il est très toxique pour les abeilles. C'est la raison pour laquelle c'est un produit, s'il est très... ce sont des produits, les produits à base de spinosade très utilisés par monsieur, madame, tout le monde pour protéger, on voit son buis, pour protéger contre les insectes du potager. C'est des produits qu'il faut absolument éviter d'appliquer en période de pleine floraison quand les pollinisateurs sont très présents. Autre avantage, il est très rapidement dégradé
donc une persistance dans l'environnement relativement faible. Il est très vite dégradé, principalement par les rayons du soleil. C'est un exemple. J'en aurai d'autres, j'ai pas le temps, mais donc ce qu'on va dire plutôt, c'est que les nouveaux insecticides de demain, ils visent principalement des traits particuliers aux insectes, et que le mammifère ou l'oiseau, le reptile n'a pas. Et qu'est-ce qui est propre à l'insecte? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, le fait qu'il se métamorphose. On a chez certains d'entre eux des pupes, des nymphes, des chrysalides. C'est la métamorphose pour passer du stade juvénile au stade imago adulte. On a le phénomène de mue, je synthétise une nouvelle cuticule et surtout je passe de stade de développement en stade de développement, donc je passe d'une stade larvaire 1, 2, 3, éventuellement plus. Et j'ai une cuticule qui est un peu l'armure qu'aurait le chevalier médiéval. Donc les insectes ont un exosquelette et pas un endosquelette comme nous. Et bien cette cuticule, on peut aussi la perturber. Donc vous voyez que les insecticides vont viser l'une de ces trois cibles. On va avoir des inhibiteurs de mue, des inhibiteurs de cuticule, des inhibiteurs de métamorphose. Des produits qui forcément, normalement, n'ont pas d'impact sur d'autres organismes de l'environnement. Voilà, ça c'est pour dresser un petit peu un topo sur la diversité des insecticides qui sont au goût du jour, ou en tout cas qu'on essaie de mettre sur le marché. Et à côté de ces produits chimiques, eh bien, on a d'autres méthodes de lutte et on a sous les yeux ce qu'on appelle la lutte biologique. Alors la lutte biologique, c'est l'idée de base, c'est d'utiliser un être vivant pour se débarrasser d'un autre être vivant. Les êtres vivants dont je vais d'abord vous parler, c'est ce qu'on appelle les macro-organismes, donc des organismes de grande taille. Alors vous allez me dire, une coccinelle, c'est une petite taille. Oui, mais c'est macro par rapport à l'utilisation d'une bactérie, par exemple, ou d'un virus d'insecte, qui là sont rangés parmi les microscopiques. Alors voilà, on a sous les yeux, vous l'avez peut-être connu en haut à gauche, la larve d'une coccinelle qui, je suis d'accord, n'a rien à voir avec le physique d'une coccinelle, mais bon, on est chez un coléoptère qui a donc une succession de stades larvaires et puis une métamorphose en adulte. Eh bien, tant la larve que l'adulte va manger quantité de petits insectes indésirables pour les plantes. Les pucerons, en l'occurrence, comme on a sous les yeux, mais pas uniquement, des aleurodes ou des mouches blanches, des thrips, voilà, peuvent être les proies des coccinelles. C'est ce qu'on appelle des prédateurs. Donc, eux mangent directement la proie. En bas à droite, vous avez un autre groupe d'organismes que l'on utilise dans la lutte biologique, ce sont les parasitoïdes. Les parasitoïdes sont pour la plupart des hyménoptères. Alors le cours d'entomologie viendra vite. Les hyménoptères, c'est le même ordre dans lequel on va retrouver les abeilles, les fourmis ou les guêpes. Ce sont d'ailleurs ces parasitoïdes des micro-guêpes. Des micro-guêpes, on le voit, qui ont la taille d'un puceron et qui recourbent l'abdomen entre leurs pattes et viennent déposer au bout de l'abdomen, il y a l'ovipositeur, c'est-à-dire un petit organe qui dépose un œuf dans le corps d'un autre animal, et en l'occurrence d'un autre insecte, un puceron, un indésirable. Le puceron, il a des pièces buccales qui piquent et ça lui permet de boire la sève des plantes. Il transmet des virus aussi, donc c'est vraiment un des insectes indésirables les moins désirables. Et donc, ce qu'ils font, c'est déposer cet œuf. Et je me demande si je ne vous ai pas mis une petite vidéo. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut en termes de qualité. Normalement, vous devriez la voir. Vous voyez cette guêpe qui essaye d'aller piquer le puceron qui est là et qui s'alimente paisiblement. Elle va y parvenir. Elle va coller son ovipositeur. Voilà, un œuf a été posé dans le corps de ce puceron. Ça peut aller très vite. Regardez cette guêpe. Elle vient de poser un œuf dans le puceron. On vient de voir ici, hop, dans un deuxième puceron ici. Et je crois que ça va aller, si ma mémoire est bonne, assez vite pour le troisième. Ah, il a des ailes, donc il faut contourner. Ah, ça, c'est une patte, oui. Hop, voilà, on y est presque. L'œuf est posé. Voilà 3 pucerons parasités. Voilà les œufs qu'on retrouve dans l'hémolymphe de ces insectes, de ces pucerons qui se développent vite en larve. Et la larve, elle finit par manger de l'intérieur le puceron qui forcément, à ce stade-ci, est mort.
Donc on est sur des guêpes qui sont capables de mettre à mort des dizaines d'individus par jour. On voit ici une larve de parasitoïde qui termine son repas en mangeant la cuticule du puceron dans lequel elle est née. Alors, il y a quantité d'entreprises qui aujourd'hui vivent très bien en commercialisant des produits de lutte biologique. Vous avez par exemple, alors je n'ai pas d'action chez Coppert et je promets que je présenterai des produits d'autres boîtes pour vous le prouver, mais voilà Coppert, un acteur majeur sur la scène internationale qui vend des produits biologiques. Vous voyez dans ce tube, il y a quoi? Il y a l'acarien qui est en plein milieu de Madilla. Des acariens qui peuvent être sous des formes diverses, soit sous la forme d'œufs, soit sous la forme déjà de larves. On répand ces acariens sur ces plantes et ces acariens, ils sont prédateurs et ils vont rechercher d'autres acariens qui, eux, sont des ravageurs de culture, comme le tétranyque tisserand que vous avez à gauche. Tétranyque tisserand qui est une belle saloperie parce que c'est un acarien, c'est pas un insecte, comptez les pattes, c'est un acarien qui est extrêmement polyphage. On parle d'un millier de plantes hôtes, à peu près capable de manger tout et n'importe quoi. Et donc ici on répand un autre acarien qui va manger cet acarien phytophage. Un autre bel exemple, alors là ici c'est la société Viridaxis. Alors Viridaxis, c'était une petite société aujourd'hui beaucoup plus grande qui est basée à Louvain-la-Neuve, qui est issue du développement d'activités qui ont lieu à l'université de Louvain. Et cette société qui engage d'ailleurs beaucoup de bio-ingénieurs, un endroit parfait pour les poser son CV quand vous serez diplômé. Ils vendent ces tubes que vous voyez en bas dans Madilla, des tubes qu'on peut suspendre, ici par exemple dans la production de fraises, et d'ailleurs le produit en question s'appelle Fresa Protect, pour protéger les fraises, protéger contre les pucerons des fraises. Ce tube libère tous les jours un petit peu de guêpes parasitoïdes. Et ces guêpes, comme on vient de le voir en vidéo, viennent alors parasiter les pucerons et ça empêche les populations de pucerons de grandir. Puisque à chaque fois qu'il y a du puceron, la guêpe vient parasiter ces pucerons. Et ils ont ainsi des produits adaptés, je vois, pour les herbes aromatiques, pour protéger le basilic, par exemple. Une petite dia peut-être pour parler de stratégie. On ne vient pas nécessairement avec des tubes pour répandre son ennemi naturel, son agent de lutte biologique. Ce qu'on appelle l'acclimatation, c'est un principe qui a tendance à plus être vraiment à la mode, c'est d'aller chercher dans un autre pays un ennemi naturel, par exemple une coccinelle, et la ramener en Belgique pour qu'elle s'acclimate et que l'on n'ait plus jamais à l'introduire. Donc on l'introduit une fois et puis elle s'installe dans l'environnement et elle participe à la consommation des indésirables. Bon, on n'aime plus trop faire ça, aller chercher des espèces exotiques et les ramener chez nous. L'exemple de la coccinelle asiatique est un très bel exemple de plan foireux, puisque aujourd'hui, c'est une coccinelle qui non seulement est entrée en compétition avec nos propres espèces de coccinelles, mais s'agrège dans nos maisons, dans nos chambres à coucher. En plus, elle s'agrège sur le raisin. Pendant les vendanges, elle se fait écraser avec le raisin. Et une coccinelle, si vous avez déjà touché une coccinelle, ça sent extrêmement mauvais, donc ça pourrit la qualité du vin. Bref, mauvaise idée, dans le cas de la coccinelle asiatique en tout cas. Par contre, les trois autres stratégies sont intéressantes. L'inoculation, c'est ce que je viens de vous présenter avec les produits Viridaxis. L'idée, c'est de venir inoculer le milieu avec quelques agents de lutte biologique, quelques insectes mangeurs d'insectes. On inocule en préventif. On n'est pas encore face à une grosse pullulation, on ne subit pas encore d'énormes pertes, mais on inocule sa culture, sa serre, son potager, ce que vous voulez, avec quelques ennemis naturels qui seront là pour directement appliquer une pression sur les indésirables. Souvent, il faut réinoculer son milieu de temps en temps, une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou plusieurs fois par an, ça dépend vraiment des milieux. Alors que l'inondation, la stratégie que j'illustre en bas à gauche, vient en curatif. Vous êtes un producteur, vous avez une serre de tomates, mais elle est complètement envahie d'une mineuse, un papillon qui mange vos tomates, et il faut que vous agissiez, vous êtes en filière bio, vous ne pouvez pas vous tourner donc vers des insecticides de synthèse. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez quantité énorme d'agents de lutte biologique. Dans le cas de la tomate, ça va être des punaises, par exemple.
dans les sociétés comme BioBest, Coppert ou d'autres. Et on va vous fournir des tonneaux. En les ouvrant, vous libérez toutes ces punaises qui vont se mettre à la chasse de ces mineuses en espérant abaisser la population d'indésirables et donc de conserver un certain niveau de rendement. Et enfin, dernière stratégie de lutte biologique, c'est ce qu'on appelle la conservation. Alors à ce moment-là, vous ne faites aucune introduction. Les 3 autres, c'était d'une manière ou d'une autre, vous introduisez cet agent de lutte biologique. Ici, vous ne l'introduisez pas, vous faites de la conservation, c'est-à-dire vous aménagez votre environnement de telle manière à ce que les ennemis naturellement présents se plaisent bien, se reproduisent et font leur job de régulation des indésirables. On peut penser, on va en parler tout à l'heure dans ce qu'on appelle la lutte physique, parce que ou la lutte culturelle, c'est aménager des zones fleuries, des bandes enherbées, c'est favoriser des zones exemptes de tout traitement pour conserver des banques de richesses biologiques pour que ces ennemis naturels restent présents. Voilà, alors ça c'est la lutte biologique avec des macro-organismes. Évidemment, il y a aussi des micro-organismes que vous pouvez utiliser pour lutter contre des insectes. Et donc, des micro-organismes se substituer à ce moment-là aux insecticides. Et là, encore une fois, je ferai une très mauvaise conférence si je ne vous parlais pas du BT, du Bacillus thuringiensis, d'une bactérie qui truste tous les podiums des produits microbiologiques. Enfin, j'ai de tête qu'on est toujours aujourd'hui sur plus de 90% des insecticides biologiques sont des insecticides à base de BT. Alors, c'est quoi le BT? Ce sont des bactéries, des bacilles qui tirent leur activité insecticide dans le fait qu'elles produisent, alors comment le rendre accessible? On appelle ça des inclusions cristallines protéiques. Considérons ça comme des protéines. On les appelle ces protéines des delta-endotoxines. Ces protéines, ces endotoxines, elles les fabriquent particulièrement, ces bactéries, quand elles sporulent. Alors, ce qu'on va juste retenir, c'est que ces bactéries fabriquent ces protéines et que ces protéines sont mortelles pour les insectes. Si l'insecte vient à ingérer ces toxines, eh bien, ces toxines vont littéralement dégrader, trouer la paroi intestinale de l'insecte. Son intestin va être troué. Et forcément, quand on a un intestin troué, on ne se porte pas bien. Et donc, c'est le principe de ces produits à base de BT. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'action chez qui? Neudorf, je n'ai pas d'action chez eux. J'ai pris le premier qui m'est venu. Très efficace pour lutter contre les pyrales du bouis. Mais comme je vous le disais, des produits à base de BT, il y en a des tonnes et ça fonctionne relativement bien. Ça fonctionne, comme je viens de le dire, par ingestion. Donc, ça veut dire aussi que quelque part, un pollinisateur, en tout cas un organisme qui ne vient pas mâchouiller la plante sur laquelle on a appliqué le produit à base de BT, ne va pas s'exposer. Avec aussi une persistance dans l'environnement extrêmement faible. Donc voilà un produit qui aujourd'hui est extrêmement efficace. Madame Collot a activé son micro, mais ou pas? Non, non, pardon, encore une fois, je suis en train de me moquer d'elle, mais non, pas du tout. Non, elle est silencieuse. Mais c'est parce que j'entendais des bruits que je pensais ça. Je poursuis en disant que à côté de ces protéines de bactéries BT, il y a plein d'autres produits microbiologiques qui se développent et qui se développent extrêmement bien sur le marché. J'entends d'abord les champignons. Alors, on parle de champignons, pas celui qui pousse et que vous ramassez en forêt, des champignons entomopathogènes. Entomo, c'est insecte, pathogène, toxique, qui crée des maladies. Donc des champignons entomopathogènes, des champignons, comme leur sporulation, on retrouve ces spores sur les plantes qui sont traitées. L'insecte, il se promène dessus, il ramasse ces spores. Le spore va percer la cuticule de l'insecte, créer ce qu'on appelle des ifs, se reproduire et puis mettre à mort l'insecte. Vous voyez ici que notre coléoptère est bien arrangé, puisque une fois la mise à mort, le champignon resporule à la surface de l'insecte, ce qui fait que cet insecte devient tout d'un coup un réservoir à champignons, c'est-à-dire tout insecte qui viendrait se promener à côté de ce cadavre va se faire aussi infester. En bas à droite, les nématodes.
Là, par contre, vous êtes en train de vous dire, ah, mais ça sert en fait ce cours de zoologie qui nous donne Verhaegen sur les nématodes. Ben oui, les nématodes. Alors, il y a les nématodes du sol, il y a les nématodes parasites des animaux et il y a les nématodes entomoparasites ou entomopathogènes. Des nématodes dont la vie consiste à rechercher des insectes et à les parasiter. Donc c'est exactement la même chose, c'est juvénile. Donc des tout petits nématodes vont se faufiler entre les plaques de cuticule de l'insecte, vont se faufiler, s'y reproduire, mettre à mort l'insecte grâce à des bactéries que les nématodes hébergent, une forme de symbiose entre le nématode et la bactérie qui l'héberge, et c'est la bactérie qui va mettre à mort l'insecte. Du coup, le nématode va pouvoir s'y reproduire, la bactérie ayant fait le travail de mettre à plat la défense naturelle de l'insecte. Voilà, ça c'est des choses qu'on fait dans mon laboratoire. On manipule le comportement avec des odeurs. On utilise aussi d'autres animaux pour perturber la vie de ces indésirables. Alors, je vais passer, je crois, cette dia. Je voulais juste la mettre. C'est un tableau qui paraît un peu vieillot, mais enfin, vous avez tout en haut bactéries, nématodes, champignons, virus, même des protozoaires. Première semaine du cours de zoologie, on a vu les protozoaires. Tout ça pour les comparer, forcément. Un champignon où ça prend du temps à mettre à mort un insecte, on voit durée d'action 4 à 10 jours. C'est le seul exemple que je vais prendre pour vous illustrer qu'en fait, un champignon, on ne l'utilise pas en curatif. Quand vous avez une pullulation d'indésirables dans votre production végétale, c'est trop tard pour appliquer un champignon. Il faudra plus d'une semaine pour voir les premiers effets et vous n'êtes pas prêt à attendre une semaine. Donc c'est plutôt de la lutte par inoculation qu'on va faire avec des champignons. On va mettre le champignon en préventif sur sa plante. Tous n'ont pas le même coût, n'ont pas la même stratégie d'utilisation, etc., etc. J'arrive à la lutte sémiochimique. Ça, c'est évidemment quelque chose qui me passionne. C'est ce dont j'ai fait un mémoire de fin d'études, moi, là-dessus, une thèse de doctorat. Et aujourd'hui, je dirige un labo qui fait tout un travail sur les phéromones, pas que des insectes, mais sur les odeurs et les odeurs impliquées dans les interactions entre animaux. Alors, pour faire simple, la lutte sémiochimique contre les indésirables, c'est principalement des phéromones sexuels. Qu'est-ce qu'une phéromone sexuelle? C'est une molécule odorante qui se volatilise dans l'air, qui est produit par un individu, une femelle, la plupart du temps, mais ça peut être aussi par le mâle, mais surtout qui va informer le sexe opposé du fait que celui qui émet l'odeur, il est disponible pour l'accouplement. Donc sur ma représentation, on a un papillon, une femelle qui émet une phéromone, le mâle recherche la femelle grâce à cette phéromone qui diffuse dans l'air. Mais c'est formidable, non, ça, comme technique? François, tu as coupé ton micro. Oui, je n'ai rien touché, je l'ai vu aussi. Merci. C'est formidable, donc je disais comme technique, c'est qu'on est là sur une molécule naturelle qui est capable de complètement perturber, d'attirer le mâle vers la femelle. Et bien forcément, on en a fait des produits insecticides. L'idée, c'est quoi? Hop, dia suivante. C'est que dans l'arbre, on va venir placer des petites étoiles jaunes dans cet arbre qui peut peut-être, par exemple, être un pommier. Je sais qu'il paraît un peu grand. Enfin, imaginons que c'est un pommier. On va appliquer des diffuseurs de phéromones. Résultat, vous avez des femelles qui sont là, qui appellent les mâles, qui émettent leurs phéromones, mais le mâle, lui, il ne sait pas où aller, parce qu'il sent la femelle absolument partout. Ça sent les femelles partout sur chaque branche, et donc il n'est plus capable de faire la distinction entre le diffuseur d'odeur, le diffuseur de phéromones, et la femelle. Conclusion, il n'y a pas d'accouplement. Et s'il n'y a pas d'accouplement, la femelle pond pas d'œufs. S'il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de chenilles. Et pas de chenilles, pas de dégâts, plein de fruits. Moi, je me trouve à Terra en ce moment. On est à quelques pieds de la Pommeraye ici à Gembloux. On lutte contre les tordeuses et les carpocaps à quelques mètres d'ici, exclusivement avec des phéromones sexuels. Ce n'est plus du tout un produit de niche. Il y a quantité d'insectes qu'on manipule, dont on se débarrasse par des phéromones. Alors, vous voyez dans ma dia de gauche, c'est laborieux, il faut parfois aller accrocher ces espèces de rubans rouges là, qui diffusent les phéromones, mais moi je peux vous dire aujourd'hui que c'est dépassé. Aujourd'hui, les industriels, ils se promènent avec des drones qui pulvérisent des quantités de phéromones. Je ne vous parle pas d'un produit toxique, je vous parle d'un produit parfaitement naturel, très rapidement dégradable et absolument, en tout cas non toxique, puisqu'on n'a, à ma connaissance, jamais démontré de toxicité ni de résistance,
puisque c'est un produit que l'insecte utilise naturellement. Donc voilà, je suis un fervent dépenseur des phéromones, fallait-il que je le précise. Je passe, après cette très courte illustration de la lutte phéromonale, à la lutte physique. La lutte physique, ben évidemment, il n'y a ni produit chimique, ni être vivant. L'idée, c'est de dresser des barrières physiques, des barrières qui empêchent l'insecte de se nourrir. Alors, il y a barrière physique, c'est-à-dire évidemment ce qui coule de source, un filet au-dessus d'une culture, une serre, simplement la serre, elle agit comme un chapeau protecteur pour empêcher l'insecte de rentrer, mais vous avez aussi des produits qu'on peut appliquer et qui ne sont pas phytotoxiques et qui en plus ne sont pas non plus insecticides, mais vont jouer un rôle de barrière. Alors en bas à droite, on a le kaolin, kaolinite, une sorte d'argile, donc si vous voulez, qu'on va appliquer par dispersion. Alors c'est mélangé à de l'eau, comme ça on peut le mettre dans le disperseur. On l'applique sur des plantes. C'est quelque chose qu'on réalise par exemple énormément sur noyer. Alors la Belgique n'est pas vraiment un producteur de noix, vous allez me dire, mais en France, c'est le gros producteur de noix à l'échelle européenne, et la France utilise le kaolin, l'argile, pour recouvrir les feuilles des noyers et empêcher des carpocaps, des papillons, de venir pondre leurs œufs sur les feuilles. Pourquoi? Parce que ça recouvre, ça crée littéralement une barrière qui est déjà physiquement ennuyante, gênante, et en plus ça recouvre l'odeur, une partie de l'odeur de la feuille. Donc ça a un double rôle de barrière physique contre par exemple un insecte qui mâche ou un insecte qui pique. C'est par exemple très efficace aussi pour protéger le brou. Le noyer produit les noix que vous mangez, mais le noix n'est jamais que la graine qui est dans un fruit qu'on appelle le brou. Et ce brou est victime de mouches qui viennent pondre dans la partie charnue, dans le brou. Et cette argile permet aussi de protéger, d'empêcher l'insecte de déposer ses œufs. Voilà, on a plein d'huiles, que ce soit des huiles minérales ou des huiles organiques qui vont jouer aussi ce rôle de protecteur, de sorte de couche protectrice contre les insectes. De la lutte physique, je passe à la lutte culturelle. Je vais me vérifier un peu l'heure. Midi, ça ira très bien, je pense. La lutte culturelle, l'idée, elle est hyper multiple là encore. On a quantité de stratégies que je n'ai pas, dont je vais sans doute pas avoir l'occasion de détailler. Mais l'une d'elles que j'aime encore bien, moi, c'est le paillage. Alors encore une fois, oui, j'aurais dû le dire dès le début. Ne me dites pas, mais moi, comment vous voulez que j'applique du paillage dans mon champ de maïs? Ou comment vous voulez que je déverse des coccinelles dans mon champ d'orge? Alors, toutes les méthodes que je vous présente ne sont pas applicables dans tous les couples plantes-insectes, évidemment. Moi, je vous présente une diversité de méthodes. Certaines, par exemple, la lutte phéromonale qu'on vient de voir, est très adaptée à la protection des pommiers, des poiriers contre, par exemple, les carpocaps, des pommes et des poires, les tordeuses, qui sont des papillons. Dans ce cas-là, la lutte contre les carpocaps et les tordeuses dans la production de pommes et de poires, eh bien, la lutte phéromonale est très efficace. Mais le paillage ne sert à rien, évidemment. Donc, tout ça pour dire que prenez un peu de recul, évidemment. Moi, je vous présente une palette d'outils et il faut évidemment choisir le bon outil en fonction de la cible et de la culture et des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, je voulais dire quoi? Le paillage, le principe, oui, c'est de pailler le sol. Alors, ça a plusieurs intérêts. D'abord, c'est de retenir évidemment l'humidité au niveau du sol. Ça a aussi un intérêt assez sympa en termes de brouillage de pistes olfactif. C'est quelque chose que d'ailleurs je peux appliquer à ce qu'on appelle en anglais l'intercropping, donc la culture intercalée, je pense qu'on va dire en français. Et le principe, c'est d'associer deux cultures différentes côte à côte. Et là, c'est la même idée, c'est-à-dire que j'aurais pu le préciser plus tôt, vos indésirables, vos insectes ravageurs, ils ont tendance à utiliser leur odorat pour localiser ces grandes étendues de plantes dont ils raffolent. Et ils utilisent donc l'odeur de ces plantes. Mais si vous associez un froment avec
avec une autre plante, un fraisier, un haricot ou que sais-je encore, ben vous mélangez les deux odeurs de ces plantes et donc pour le ravageur, vous lui brouillez littéralement ses pistes. Il ne sait plus très bien si il doit se diriger en direction de cette culture ou pas parce que ça ne sent pas exactement ce qu'il aime. Certaines de ces plantes peuvent être particulièrement répulsives. Un exemple, le basilic peut être extrêmement répulsif pour toute une série de pucerons. Résultat associé du basilic, mais je pourrais le dire avec de la lavande, je pourrais le dire avec quantité d'autres plantes aromatiques, peuvent avoir un effet répulsif. La citronnelle, par exemple, est très répulsive pour les moustiques, vous le savez. Donc, on peut associer des plantes qui sont particulièrement susceptibles à l'attaque de certains insectes, mais on peut les associer à des plantes plus répulsives. Évidemment, ça demande une adaptation dans la manière de cultiver, la machinerie agricole. Est-ce que c'est applicable? Évidemment pas partout, non, évidemment. Le principe de la lutte culturelle, j'ai pris aussi les haies. Il n'y a pas photo si aujourd'hui notre gouvernement wallon décide d'augmenter les quantités de haies. C'est pour normalement, évidemment parce que c'est aussi des réservoirs de biodiversité et que ce réservoir de biodiversité fournit les fameux services écosystémiques dont l'agriculteur a besoin avec les ennemis naturels, par exemple. Alors, un petit exemple rapide, je serais un mauvais prof de NIF si je n'utilisais pas de la recherche dans mes enseignements. Et ici, ça me semblait sympa, c'est que j'ai publié l'année passée avec des collègues un travail assez conséquent où on s'est posé la question, est-il possible aujourd'hui de produire des betteraves sans insecticides? Donc, petit mot rapide, notre betterave sucrière, aujourd'hui, enfin toujours, elle a toujours été susceptible à une maladie particulière qu'on appelle la jaunisse. La jaunisse est une maladie virale. C'est donc un virus qui pénètre les tissus végétaux et qui crée cette couleur jaune malade. Votre betterave est tout simplement moins intéressante, moins grosse, elle produit moins de sucre, grosse chute du rendement. Ce virus, il est transmis par des pucerons. Les pucerons, ils peuvent être ailés. Résultat, un puceron ailé va se poser sur une plante virosée qui contient le virus. Il va boire la sève et ce faisant, il va acquérir le virus. Ça ne lui fait rien. Par contre, lorsqu'il va s'envoler et aller piquer la plante d'à côté qui est saine et qu'il va piquer cette plante, il va transmettre le virus. Et donc, c'est ainsi que cette maladie virale se répand très rapidement parce que des pucerons dans un champ de betteraves, ils se comptent par millions. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ça ne sert à rien d'appliquer un insecticide, en tout cas, c'est, disons que je vais plutôt le dire comme ça, la manière la plus efficace de lutter contre cette maladie consiste à faire couler dans la sève de ces plantes un insecticide. Cet insecticide, il est de la famille des néonicotinoïdes, un mot que l'on a vu tout à l'heure dans mon schéma de diversité des insecticides. Les néonicotinoïdes sont assez jeunes, une quarantaine d'années tout au plus, et ils ont cette particularité d'être systémiques, c'est-à-dire qu'ils se trimballent, ils agissent en se promenant dans la sève. Vous allez me dire comment est-ce qu'on met des insecticides dans de la sève? Eh bien, en enrobant, en plaçant l'insecticide tout autour de la graine. L'agriculteur, il achète des graines qui sont enrobées de cet insecticide. Quand on plante la graine, la plante se développe et dans sa sève, alors, coule l'insecticide qui était présent tout autour de la graine. C'est ce qu'on appelle l'enrobage des semences. Et c'est comme ça qu'on produit des betteraves chez nous. Enfin, c'est comme ça qu'on produisait des betteraves chez nous. Parce que pour vous la faire court, on a découvert dans le début des années 2000, avec des articles publiés dans Science, à quel point ces insecticides néonicotinoïdes étaient persistants dans l'environnement. Et contrairement à ce que les industriels voulaient bien nous le dire, ils ne restaient pas cantonnés dans les plants de betteraves. Ils s'accumulent dans le sol et donc ils se transmettent aux plantes de la plantation suivante, ils dérivent par le vent, ils dérivent par l'eau, enfin, ils se retrouvent dans notre environnement. Et donc aujourd'hui, ils sont bannis. Et bannis définitivement.
C'est-à-dire que c'est à partir de la prochaine saison culturelle, on ne pourra plus les utiliser. Et donc le travail dont je vous parle, après cette très longue introduction, consistait à se poser la question, mais comment vont faire les producteurs maintenant pour produire des betteraves chez nous en Europe, où maintenant ces produits miracles qui sauvent littéralement les agriculteurs. Et je vais préciser tout de suite à qui je ne jette jamais la pierre. Je ne voudrais surtout pas qu'on vienne dire Regen, ils jettent la pierre aux agriculteurs. Non, ils utilisent les armes qu'ils ont à leur disposition et qu'on leur donne pour pouvoir générer leurs revenus et vivre une vie correcte. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils n'ont plus ces insecticides? Eh bien, c'était l'objet du travail en question, c'était d'évaluer toutes les alternatives qui étaient disponibles. Et quelles sont les alternatives? Écoutez, soit vous dormiez, soit vous retournez dans les dias que je viens de présenter. On a vu toutes les méthodes de lutte. Et dans ce tableau, dont il faut évidemment rien retenir, si ce n'est qu'une seule chose, c'est qu'on a listé dans la colonne de gauche toutes les catégories d'alternatives. Vous allez retrouver d'autres insecticides de synthèse, mais aussi des insecticides d'origine naturelle. On voit par exemple de l'huile de neem ou de l'huile essentielle d'orange. On voit des micro-organismes dans lesquels on va retrouver des champignons. Les Beauveria bassiana sont des champignons. On va retrouver des macro-organismes avec des guêpes parasitoïdes. Aphidius fait référence au genre de guêpes parasitoïdes dont on a vu une vidéo. Chrysoperla, c'est le chrysope, un prédateur aussi. On voit des luttes physiques avec les huiles. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Des éliciteurs de plantes, donc des produits qui boostent les défenses naturelles des plantes, etc. Et on a pu conclure que oui, il existe des alternatives. Elles ne sont pas toutes faciles à mettre en place, mais elles nécessitent d'être soutenues pour certaines d'entre elles. Il existe des alternatives, si elles sont soutenues, qui peuvent conduire à une bonne efficacité. Je terminerai en vous disant que la lutte contre les indésirables, elle n'est jamais monociblée. On a rarement une lutte efficace qui fait usage d'une seule arme. Je pense que vous êtes une génération qui allait apprendre dès le début ce principe de lutte intégrée, alors que les plus anciens ont grandi avec, on produit des végétaux avec une seule arme qui est le produit phytopharmaceutique, parce que le produit phyto tue 99% des insectes qui se trouvent sur la culture. Aujourd'hui, ça, on sait que ça s'est terminé, mais on doit absolument se mettre en tête qu'aucune des méthodes que je vous ai présentées n'est jamais efficace seule et n'atteindra jamais 100% d'efficacité. Il faut souvent les combiner les unes aux autres. Combiner des méthodes culturelles avec des agents de lutte biologique, avec l'usage de sémiochimiques, avec une protection physique. Le principe de la lutte intégrée, c'est une combinaison harmonieuse et efficace de différentes méthodes qui, ensemble, permettent d'atteindre un niveau de protection acceptable.